Nous revoilà pour 40 minutes de cette dernière partie PFC, l'émission numéro 2. Et évidemment, on est plus que jamais pressé, puisqu'en fait, aujourd'hui, on a tous envie d'aller après à PFC, l'apéro. Non mais franchement, en plus, c'est Christophe qui a trouvé le bar. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, ça va forcément passer un bon moment. Alors, merci de nous avoir rejoints. Alors, je vais peut-être présenter rapidement chacun de vous. Donc, Aude Fredouel, rédactrice en chef adjointe de Mind FinTech, qu'on ne présente plus, souvent partenaire du PFC et où on trouve des analyses souvent approfondies des sujets. Je vous invite à le lire de près. Ça change un peu juste des tweets laconiques en 140 caractères. On apprend un peu plus de choses. Christophe Bourbier, que je présentais en intro pour dire que peut-être il s'était fait un max de thunes en vendant la thune. Donc, j'avais dit que je la referais devant toi, hein, celle-là. Elle est bonne. Je ne sais pas si elle est bonne, mais on est obligé. C'est la première fois qu'on me l'a fait. C'est avec un nom pareil. Je les trouve extraordinaires. Donc, à part ça, Limonetti qui est notre sponsor. Vous voyez, je traite très très bien nos sponsors. Je vous recommande de devenir sponsor du PFC. Et Christophe, en fait, que j'ai le plaisir de réinviter. On se connaît depuis trop longtemps, mais qui nous donne toujours un point de vue acéré sur l'évolution du marché. Et Bernard Louis Roch, je crois que fondateur de Truffle Capital. Tout à fait, oui. Voilà. Et qui, j'ai le plaisir, qu'il m'accompagne au bord de l'Axel et qui souvent n'a pas la langue dans sa poche, a des avis bien tranchés. Et c'est le but de ces chroniques. Donc, j'attendais un jeu de mots, mais... oui, j'ai essayé, tu l'as eu, mais il y en aura d'autres. On a justement, en fait, quand je te demandais... je vous demandais à tous, en fait, par WhatsApp avant de venir, donc je rappelle comment se passent ces chroniques. Je vais jeter un peu en pâture des sujets que, comme tout le monde, je lis sur nos réseaux sociaux préférés, même si on a tendance à s'ennuyer de plus en plus, parce que j'en parlais avant de commencer l'émission, LinkedIn ressemble de plus en plus à Facebook, on voit les photos de vacances, etc. Ça m'a mon kikine. Mais, donc là, je ne vais pas parler de vos photos de vacances, mais on va plutôt parler de quelques titres racoleurs qui arrivent. Et donc, par exemple, juste avant que vous arriviez, on concluait l'émission précédente, enfin la séquence précédente sur... Mais BNPL, finalement, il n'y a rien de nouveau. C'est juste des vieilles recettes qu'on a mis avec une nouvelle mini-jupe pour faire sexy. Mais finalement, c'est du crédit conso nouvelle mode qui a réussi à passer sous certains radars. C'est ce qui avait l'air de dire certains des invités questions. Pense Aude, puisque c'est toi qui m'as dit qu'il faut qu'on parle de la vague des BNPL. Ah bah oui. Faut qu'on en parle et on en parle beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il n'y a rien de nouveau, mais en tout cas, il y a beaucoup d'annonces. Nous, on le voit en tant que journaliste. Il y a quelques temps, on en parlait de temps en temps. En ce moment, on a à peu près une annonce par jour. Donc, il se passe quand même des choses. La nouveauté, déjà, il y a des nouveaux acteurs qui sont entrés sur le marché, donc d'abord des acteurs français avec parfois des belles levées. Je pense à Alma, 49 millions d'euros levés. Ce qui n'est pas rien. Voilà, Pledge aussi qui se positionne sur le segment. Donc ça a fait un peu bouger aussi les anciens acteurs, Oné, Floa, qui commencent à lancer des nouveaux produits, des nouvelles maturités, etc. Mais pardon, juste pour les néophytes, parce que, encore une fois, la réaction tout à l'heure, c'était il n'y a rien de nouveau. Et c'est vrai que Floa existe depuis longtemps, que Oné existe depuis longtemps. Alors, on ne disait pas BNPL pour faire joli, mais c'était pareil. C'était acheté maintenant, payé plus tard, avec différents types de produits qui avaient été largement refondus par la loi Lagarde. Et où il y avait... Qu'est-ce qui est différent ? Ah si, alors il y a quand même des nouveautés. Donc déjà quand on se dit buy now, pay later, on est d'accord que paiement différé, il n'y en a pas vraiment en France. Ça commence à arriver, c'est surtout du paiement fractionné, un paiement 3-4 fois. La grosse nouveauté là quand même ces derniers temps, c'est le paiement fractionné universel. Ça a été lancé par Oné qui a lancé Oné Plus, qui l'ont annoncé là il y a quelques mois. Concrètement, maintenant on peut faire du BNPL sur n'importe quel marchand avec Oné Plus, alors qu'avant c'était chez les marchands partenaires uniquement. Donc j'arrive sur la page checkout et c'est seulement chez les marchands partenaires que je peux utiliser la solution de paiement fractionné Oné. Et c'était il y avait déjà des banques qui intégraient le paiement 3 fois dans la carte bancaire. Donc j'allais sur n'importe quel site, je payais et je pouvais dire celle-là, par SMS, je répondais il y a 7-8 ans. Je te parle de Bread qui avait lancé ça, je crois. Je réponds par SMS oui, non, et je le paye en 3 fois, par exemple. Alors je pense qu'on est sur c'est des vieux trucs, un ce peu que je dis, bien sûr. Je te parle de vieilles choses, mais les recettes existaient déjà un petit peu quand même. Les recettes existaient déjà, mais là on sent que c'est en train de se démocratiser, grâce notamment à ce... paiement fractionné universel. Klarna qui lance sur son appli de shopping, on va avoir aussi une nouvelle expérience client. L'idée c'est, on lance une appli de shopping et maintenant vous irez dans Klarna, plus chez le marchand, et après chez n'importe quel marchand vous pouvez utiliser cette solution de paiement fractionné. Et là où il y a la nouveauté aussi, c'est que Klarna le propose gratuitement. Alors ce qui n'est pas forcément le cas, c'est pas le cas chez Oné, c'est pas le cas. Alors il y a Joe par exemple, une start-up qui s'est lancée en B2C également, qui a une appli et qui le propose. Lydia le propose sur son application avec Floa. Mais voilà, le proposer gratuitement, c'est quand même une nouveauté. Et puis la nouveauté aussi, alors c'est vraiment gratuit et tout, il n'y a pas de truc caché, quoi, c'est gratuit. Chez Klarna, alors c'est gratuit pour le client systématiquement. Il prélève une commission
au commerçant quand il est partenaire, quand il ne l'est pas non. J'imagine que l'objectif, c'est quand même d'avoir une grosse base client grâce à cette stratégie du gratuit. Et puis on peut se demander s'il n'y a pas aussi une autre stratégie derrière qui va être avec cette grosse base client, pourquoi pas de monétiser les données, de faire de la publicité. Ça a déjà été plus ou moins présenté par Klarna sur son application, mettre en avant certains commerçants, etc. Est-ce que tu peux nous aider à décrypter aussi le buzz négatif qu'on a pu voir autour du BNPL avec les régulateurs qui disent bon, quand même, on va finir par regarder ça d'un peu plus près. Ça reste du crédit, les enfants, il ne faudrait pas se surendetter. Enfin voilà, si j'ai bien compris, il y avait des seuils au-dessous duquel ces acteurs jouaient qui permettaient de ne pas demander tout ce qu'on demande à un crédit conso, comme on les appelait avant, et qui permettaient d'aller très vite, faire des super expériences clients. Et puis le régulateur commence à dire finalement, on va peut-être appliquer les règles à tout le monde. Enfin, on en est où dans tout ça Donc en deçà de 90 jours, c'est pas considéré comme un crédit à la consommation. Donc en effet, c'est pas régulé comme un crédit. Donc les règles sont beaucoup plus light. On n'a pas besoin de demander beaucoup d'informations aux clients, etc. Ce qui inquiète le régulateur, c'est les volumes. Comme c'est en train d'exploser, que de plus en plus d'acteurs le proposent, les régulateurs commencent à se dire que ça pose des problèmes, ça va poser des problèmes de surendettement, et ça le pose déjà d'ailleurs, au Royaume-Uni notamment. Et donc le régulateur commence à se pencher dessus, et on s'attend à ce que ça puisse être régulé dans les mois à venir. Ce qui va être intéressant, c'est de voir comment les acteurs répondent. Il y a des choses qui sont intéressantes, qui sont liées au credit scoring. Par exemple, Alma et Pledge qui testent la technologie d'Algone pour faire un credit scoring qui va être basé sur les données des comptes bancaires, donc grâce à la DSP2. Ça va être des choses intéressantes. Un autre acteur qui fait des choses intéressantes en France, c'est United Credit, qui fait du BNPL sur des maturités courtes et longues. Donc sur des maturités aussi de plus de 90 jours. Et dans ce cas-là, c'est du crédit à consommation, mais le market comme du BNPL. Et dans ces cas-là, c'est vraiment régulé comme du crédit à la consommation, que ce soit sur des petites ou des longues maturités. United assure qu'il y a une expérience client qui est fluide grâce à l'analyse des données. Et pour autant, qu'il y a la protection, l'étude de la solvabilité, et qu'on ne va pas pousser au surendettement. À suivre donc. Exactement. En tout cas, vu les levées et vu les annonces aussi bien d'Apple d'ailleurs et d'autres, il va falloir continuer à regarder ça très très bien. Un avis peut-être sur ce sujet ou pas particulièrement ? Un avis rapide, dans les noms que tu as cités, là, il y a pas mal de gens qu'on connaît chez Limonetic qui sont connectés à la plateforme de Limonetic. Je pense que ce qui a beaucoup joué aussi, ce qui a été assez nouveau finalement dans ces nouvelles solutions de BNPL, c'est que, tu l'as peut-être rapidement dit, mais c'est que c'est valable maintenant sur beaucoup plus de sites marchands qu'avant. Tu le dis un petit peu sur René Plus. Un Cofidis, un CTLM, un Floa, ça a une relation forte avec le retailer avec lequel ils travaillent. Et souvent, ils faisaient ça avec des gros retailers, avec des mises en place finalement, de programmes qui étaient un peu lourds, un peu compliqués, un peu longs. Et la force, je crois, des nouvelles solutions de BNPL, c'est que c'est valable dans les petits marchands, les tiers 3, les tiers 4. Il n'y a pas besoin d'avoir cette grande relation un peu longue et coûteuse au début. Et je crois que c'est ça qu'ils ont amené, parce qu'ils attaquent tous beaucoup la long tail. Ils sont pas sur Fnac, ils sont pas obligatoirement sur les gros sites qu'on peut connaître. Ils sont plutôt sur la long tail. Donc ça, c'est aussi, je pense, un gros truc qu'ils ont avancé. Et alors nous, c'est marrant parce qu'on a fait un petit listing chez Limonetic, donc Tunes maintenant, Collection. J'ai compris. C'est quoi ton nouveau nom ? C'est Tunes, c'est Collection ? J'ai compris. C'est Tunes, mais sur la partie collection. C'est nous qui aidons donc à faire la collection des moyens de paiement. Et en fait, on a refait un listing quand même des moyens de paiement BNPL pour voir avec qui on pourrait se connecter. Et donc, j'ai demandé à un jeune qui travaille chez nous de faire un petit listing rapide. Il est sorti assez rapidement avec 39 BNPL là, en Europe. Donc, ça a vraiment complètement explosé. Je reconfirme. Bon, il y en a quoi ? Il y en a. Un petit mot sur l'expérience que les nouvelles technologies ont permis. Il y a vraiment un changement par rapport à ce que tu évoquais. C'est l'universalité. Donc, on n'est pas obligé de s'enregistrer avec des formulaires, etc. Et l'instantanéité, notamment parce qu'on est parfois branché directement au niveau du PSP. Et le scoring est effectué de plus en plus on the fly, avec diverses données, on en a cité. Données bancaires. Et données bancaires, comportementales. Donc on arrive effectivement à avoir une instantanéité qui change vraiment l'expérience client. D'où la thèse qui sous-tend le BNPL. On regarde des choses dans ce domaine aussi chez Truffle, même si on n'est pas spécialement B2C, mais plutôt B2B. Hein. Et là, on parle plutôt du B2C. Il y a du BNPL qui commence à se développer pour le B2B. Hein. Absolument. Voilà, j'allais y venir. Sur le B2C, la thèse du développement du marché, elle repose sur le fait que les consommateurs
en fait, ne sont pas en train de se surendetter, c'est juste une façon nouvelle de consommer, en particulier dans nouvelle On ne consomme pas plus en général, Voilà. mais c'est juste une façon de le faire. Mais bon, il y a une polémique là-dessus. Tu en parlais sur l'Angleterre. C'est aussi vrai en France. Il commence à y avoir de plus en plus pas forcément de défauts de paiement, mais des retards de paiement. Et en général, les retards de paiement sont annonciateurs des défauts de paiement. Donc c'est toute la difficulté qu'il y a à réguler ce domaine du BNPL. Et tu voulais parler de BNPL B2B, peut-être 2 minutes, tu regardes de près, j'imagine, en tant qu'investisseur. Effectivement, parce que si on rajoute les technologies de request to pay, donc on va pouvoir payer du forward payment, donc on pourra payer par exemple à 15 jours, 3 semaines, 3 mois, 2 mois. On peut imaginer que se développe et va se développer le BNPL professionnel, où on a une facture, on paye un acompte, une partie à 3 mois. Et ça, effectivement, c'est un autre marché. Ce n'est pas le même scoring, c'est pas le même... Il y a du on en parlait tout à l'heure avec Camille du studio que tu connais, où effectivement, pour lui, dans le paiement B2B, il y a beaucoup. Absolument. Il y a beaucoup de choses à voir. Il y a beaucoup de choses à faire. Alors, dans les différentes choses que vous m'avez envoyées en discutant tout à l'heure sur WhatsApp, il y avait aussi la vague des néobanques vertes. Alors, est-ce qu'on peut parler de vague ou de mode ou peut-être comme c'est toi qui le remontais. Alors, vague, pas dans le sens où c'est un tsunami. Hein. Oui, parce que pour l'instant, c'était encore en termes de volume. Voilà, exactement. Non, plutôt vague dans le sens où on a eu plusieurs vagues de néobanques. Donc, on a eu d'abord les néobanques généralistes. Ensuite, on a eu les néobanques pour les pros. Ensuite, les néobanques pour les adolescents. Et là, on arrive aux néobanques c'est parce qu'il y a les primaires bientôt. Voilà, peut-être. Donc, on arrive sur ce nouveau type de néobanque. C'est intéressant parce que on voit arriver ces néobanques vertes. Donc, il y a Helios, il y a Gringot, il y a Only One qui arrive en France, qui sont en train de se lancer avec des... Alors, on commence doucement avec un coach qui va aider à consommer de manière plus verte, etc. Et puis après, l'objectif, c'est de rajouter quand même des produits d'investissement verts, responsables. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est déjà celle du business model ou plutôt de l'acquisition client, puisqu'on est sur un segment ultra concurrentiel. Donc, est-ce que ça va suffire à se démarquer d'acteurs ultra financés et déjà bien positionnés? Donc, ça, c'est une vraie question. Et puis ensuite, on sent que c'est un sujet qui intéresse quand même tous les acteurs. Donc, est-ce que ça va rester longtemps un élément de différenciation? Par exemple, BNP Paribas a lancé des choses sur le bilan carbone. Oui, parce que j'allais te dire, finalement, autant je le comprends bien dans l'investissement, dans la thèse d'investissement, où on a eu pas mal d'échanges avec des grands acteurs qui sont passés d'une période années 2010-2015 de com, je te fais du fond vert en mettant un logo dessus, et avait depuis les accords de Paris et pas mal d'obligations légales aussi, où maintenant, ils nous disent, et il semble que ça soit vérifiable, qu'il y a vraiment une vraie demande des clients quand ils choisissent maintenant des thèses d'investissement en banque privée, etc. C'est des gens qui sont déjà un petit peu plus en termes d'argent à placer, ça devient un vrai argument. C'est quoi les placements? Est-ce que vraiment j'investis dans du pétrole ou pas, etc. Bon, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Mais en tout cas, ça devient quelque chose. Par contre, sur du dépenses de tous les jours, c'est pas si compliqué que ça si les banques ont envie de rajouter un indicateur. D'ailleurs, BNP travaille avec Greenly, je crois, une start-up qui permet de noter finalement ce que j'ai dépensé. Donc, quelle est la différenciation pour ces nouveaux entrants? Comment ils peuvent lutter contre juste un indicateur à rajouter sur mes paiements? Ça va être la question, et je pense qu'en effet, ça va être compliqué. Donc, c'est intéressant d'observer que ça se lance sur le marché, et je pense que ça montre un signal faible, selon lequel justement, c'est quelque chose qui intéresse les clients. Mais bon, toutes les banques sont en train d'y réfléchir. Je pense que tous les challengers, les néobanques sont en train d'y réfléchir. Et il y a des acteurs spécialisés qui vont se lancer en effet sur l'investissement. L'investissement responsable, là il y a eu un lancement de Goodvest cette semaine, donc je pense que ça va être un peu la surenchère. Après va se poser la question de qu'est-ce qui est vraiment vert, que sont tous ces labels, et est-ce qu'on n'est pas sur du greenwashing, et le problème en plus de ces néobanques, c'est quand même qu'elles sont basées sur des plateformes de banking as a service et qu'elles vont devoir passer aussi par des intermédiaires pour proposer des produits d'investissement. Il y a un premier qui doit sortir, je crois que c'est Gringot qui doit lancer un produit avec Suravenir, donc qui vont être quand même contraintes par des acteurs existants en fait. Oui, un avis sur cette vague? Non, moi je pense que effectivement c'est pas une vague qui va s'arrêter. Maintenant il y a l'idéal et c'est la granularité qui va faire la différence, parce que si tu arrives à savoir au moment où tu achètes un produit électronique par exemple le bilan carbone exact de ton produit, mais incluant le transport du produit jusqu'à chez toi,
tu vas sans doute voir les choses différemment. Je rappelle quand même que tout ça est basé sur des technologies qui ne permettent pas de faire ce que tu dis. Absolument. Je rappelle, même si j'aime beaucoup c'est toute la problématique de la granularité. Ce que font les sociétés comme celle que je nommais tout à l'heure et bien d'autres, globalement, elles se basent sur le code MCC du marchand. C'est approximatif. Donc, globalement, elles te disent, parce que tu as acheté chez Carrefour, on sait qu'en moyenne chez Carrefour, les gens qui achètent chez Carrefour, ils ont tel bilan carbone, point, dans leur panier. Donc, alors que ça se trouve, je suis sorti avec que des produits ultra carbonés, mais ça, ils ne peuvent pas le savoir parce qu'ils n'ont pas le panier. Oui, et parfois, toi-même non plus, tu ne le sais pas. Encore moins, ça c'est sûr. Mais en tout cas, le panier, ils ne l'ont pas. C'est toute la problématique, mais je pense que c'est comme tout, on va vers le progrès, donc un jour, on en saura plus. Une application, le Yuka de mon carbone, donc à suivre. Un autre sujet, effectivement, tu l'évoquais dans nos petits échanges, le trading sans commission. Alors ça, c'est aussi la mode, on joue, ça ne nous coûte rien. Alors qu'avant, finalement, ce qui est intéressant de parler de SoPayment FinTech Club, c'est que tout ça est né avec le trading, si vous vous rappelez bien. Je rappelle, dématérialisation de la Bourse de Paris et des marchés financiers 86. La première application dans les marchés financiers d'Internet dans les années 93-94, c'était E-Trade et tous les frères eShwab, etc., qui sont arrivés en France avec les Self-Trade et les Fimatex à l'époque, qui sont devenus plus tard des Boursorama, mais c'était ça, les premières FinTech, qui ont été valorisées dans l'une que je viens de citer, Self-Trade, 1 milliard à une époque, juste avant qu'un chien qui vale 1 milliard et qui valait 2 chats qui valaient 500 millions ne valent plus rien les deux. Ça, c'était juste après l'éclatement de la bulle. Mais donc, c'était il y a longtemps. On revient à tous ces sujets de trading par une autre fenêtre qui est le sans commission. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette vague, où elle est, où on en est en Europe? Parce qu'aux États-Unis, on l'avait déjà vu depuis un certain temps quand même. Oui, c'est ça. Aux États-Unis, ça a commencé il y a quelques temps avec Robinhood notamment, qui est entré en bourse cet été d'ailleurs. En Europe et a fortiori en France, là, il y a eu beaucoup d'arrivées ces derniers temps, beaucoup d'investissements. On entend parler de Trade Republic, de Free Trade, de Bucks, avec des levées parfois impressionnantes. Bucks, c'est un pivot, parce qu'il faisait plein d'autres choses depuis très longtemps. Il a pivoté sur du trading sans commission. Ils ont senti le bon filon. Donc oui, une grosse levée cet été, là, 850 millions d'euros, si je ne me trompe pas, Trade Republic. Une boîte allemande, B2C, voilà, c'est quand même une très très belle levée. Donc on voit que ça arrive en France. On voit aussi Quel est le business model Alors, le business model, donc beaucoup ont des abonnements. Donc un modèle freemium, et ensuite bien sûr il y a des frais j'ai pas le détail donc je veux pas dire de bêtises, mais donc bien sûr il y a des frais qui sont facturés. Globalement ça reste quand même moins cher que les courtiers traditionnels. C'est souvent du faux frais gratuits. On pense que c'est gratuit. En fait on paye par derrière, par la plage d'exécution. J'ai commencé comme trader, donc je vois à peu près le truc. C'est qu'ils agrègent les ordres, donc on passe un ordre sur Tesla, on est tous les trois en train d'en passer un, pas forcément au même cours, ils les agrègent et ils les revendent à un broker. Donc en fait, ce n'est pas vraiment gratuit parce qu'on pense avoir vendu l'action à un prix oui, il y a un problème de transparence sur le prix d'achat-vente, on est d'accord. Un spread, c'est-à-dire qu'ils gagnent leur vie en vendant ça au broker, lequel fait de l'argent parce qu'il ne va pas vendre les actions au prix auquel on pense les avoir vendues. Oui, mais depuis une bonne quinzaine d'années, on est censé avoir une transparence dans mes conditions générales de vente sur les places d'exécution, qui sont nombreuses. On n'est pas obligé d'exécuter que sur une seule place. Et comment ils bypassent ça? Parce que j'ai vu qu'il y avait d'ailleurs des actions en cours avec la SEC aux États-Unis pour Robinhood. Ils vendent des blocs. Ils vendent des blocs. Et donc ça c'est autorisé. Ils vendent des blocs, ils sont payés pour ça. Et donc en fait, je paye pas, mais je suis le produit. Moi, je paye pas, mais je suis le produit. Comme d'habitude. Mais bon, il n'y a pas que ça. Une recette éprouvée. Oui. D'accord. Donc en tout cas, à suivre de près, parce que ça semble quand même attirer pas mal... Oui, et alors certains acteurs se sont engagés quand même à plus de transparence, à stopper le payment for order flow. Donc il y a quand même, parce qu'il y a eu en effet des critiques sur ces sujets-là. Donc c'est une question qui est posée. Ouais. À un moment, il faut quand même bien gagner sa vie. Exactement. Donc ça, c'est sûr que c'est pas du tout gratuit. Mais même c'est si intéressant quand on de voir lève 850 millions, je crois qu'on peut attendre un petit peu. Voilà, a priori, ils ont un petit matelas pour quand même tenir quelques temps. Mais oui, alors ce qui est intéressant, c'est aussi qu'ils touchent une nouvelle cible quand même. On voit qu'ils arrivent sur la cible des millennials. L'AMF a reconnu que la cible, les détenteurs d'actions étaient en train de rajeunir. L'âge moyen diminue. Et donc, voilà, on a une nouvelle cible. Et d'autres acteurs s'y trompent pas d'ailleurs, puisque Revolut se lance dans le trading. Bitpanda
également. Revolut, il y a longtemps. Sur les actions américaines, ça fait quelques années. C'est ça, mais je crois que le déploiement en Europe intéressant, est plus... Et Lydia va le lancer aussi d'ici la fin de l'année. Donc là, on est vraiment sur cette cible des millennials, avec toutes les questions à côté d'éducation financière qui peuvent se poser. Alors, j'allais venir, tu viens de citer ton passé, dont tu es repenti, bien sûr, mais tu étais trader. Absolument, je suis utile à l'économie désormais. Bien sûr. J'ai donc deux questions qui me viennent à l'esprit, auxquelles peut-être tu vas pouvoir m'aider à trouver une réponse. La première, je crois que le chiffre, c'était qu'en 2009 ou 10, juste après la grande crise financière, il y avait 2% des actions américaines qui étaient détenues par le grand public et qu'aujourd'hui, on est passé à 27 ou 28. N'y a-t-il pas un signe de surchauffe versus institutionnel, Et la deuxième question, c'est toi qui défends énormément, y compris au sein de l'Axel, la place de la France, comment on peut nous aussi développer des choses. Et historiquement, le trading, les Français étaient plutôt bien présents dans les modélisations et dans les business. Pourquoi c'est pas nous, Trade Republic? Pourquoi Robinhood, c'est pas nous? Deux questions différentes. Deux questions différentes. Sur la première, je voudrais quand même, et c'est très vrai, c'est une nouvelle génération principalement. Et historiquement, ils ont commencé à trader quand ils ont été désœuvrés parce qu'ils ne pouvaient plus aller au bureau en mars, enfin pendant la Covid. Mars-avril 2020, et c'est là que c'est eu une explosion. Et à cette époque-là, les actions étaient très basses. Donc par rapport à aujourd'hui, ils ont tous fait énormément d'argent, de très très bonnes affaires. Et c'est un problème dans le sens où c'est aussi une génération qui n'a jamais connu de crise. Dernière crise, 2007-2008, tu la mentionnes, ça fait quand même 13-14 ans. J'étais à l'école. Et donc, tout le monde sait qu'il y a des crises, tout le monde sait que les marchés, ça baisse, ça monte et ça baisse. Simplement, là, on a une génération qui, depuis 13-14 ans, donc la plupart d'entre eux ont commencé à trader bien après, n'ont jamais entendu parler, ni de près, ni de loin, d'un crack boursier. Et ça... C'est dans les livres d'histoire, quoi. C'est dans les livres d'histoire. Mais tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas l'imaginer. Tu te dis que tu sortiras au bon moment. Tu dis, il n'y a pas le risque. Il n'est pas palpable. Et ça, c'est très important dans le comportement. On l'a vu sur GameStop, sur Tesla, avec une arrogance aussi de se dire je vais détruire les professionnels parce que je vais acheter des actions juste pour que leur position de vendeur explose. C'est arrivé, c'est assez unique dans l'histoire. Moi, je pense qu'il y a un moment où il y aura une fin à ça. Ça se nettoie, les marchés financiers, il y aura un petit nettoyage. Quand ? Ça peut être dans 10 ans, ça peut être dans 3 ans. Le discours que tu viens de tenir, je ne savais pas si tu me parlais des traders ou des start-upers, en fait, tout d'un coup. Non, je ne parle pas des start-upers, je parle des spéculateurs. Là, vraiment la spéculation. GameStop, c'est quand même de la spéculation pure. Il n'y a rien d'autre. Donc, c'est vraiment de la spéculation pure qui n'apporte rien, à mon sens, à l'économie et qui, à un moment ou à un autre, subira une correction. Non, je te faisais cette remarque parce qu'on en a parlé lors d'un déjeuner de préparation. Il y a aussi toute une génération de créateurs de fintech, parce que ici je m'intéresse surtout à la fintech, qui sont jeunes, qui n'ont pas connu aussi les cracks. Et quand on arrive à lever autant d'argent facilement aujourd'hui, est-ce qu'on peut pas aussi, est-ce que tu sens les gens chez qui tu investis préparés à d'inévitables soubresauts sur les financements en particulier de leurs startups? Je ne les mets pas du tout sur le même plan. D'abord, pour être VC depuis un certain temps et sur la FinTech depuis maintenant 2014, depuis 7 ans, j'ai un profond respect pour les créateurs d'entreprises. J'ai moi-même créé une entreprise. Tu les as accompagnés beaucoup. Et je dirais que cette démarche-là, de créer une entreprise, ce n'est pas une démarche de spéculation, c'est vraiment une aspiration profonde. Très souvent, ce n'est pas une démarche rationnelle. Enfin, entrepreneur aussi, ce n'est pas une démarche rationnelle de créer une entreprise. Moi, quand j'ai créé mes entreprises, quand j'ai créé Truffle, ce n'était pas forcément un moment idéal pour le faire. J'ai créé Truffle en septembre 2001. Donc, c'était pas très rationnel. Idéal. Donc, et puis, il y a toujours des considérations matérielles. Je sais pas, on a des enfants. Donc, ce n'est pas forcément une démarche tout à fait rationnelle et en tout cas, certainement pas spéculative. Maintenant qu'aujourd'hui, ça soit un peu plus simple de lever de l'argent qu'il y a quelque temps, ça me paraît évident. Est-ce que c'est une mauvaise chose ? Je pense que tant qu'il n'y a pas d'abus, ça n'est pas une mauvaise chose. Est-ce qu'il y a besoin d'argent dans la FinTech française ? Moi, j'en suis intimement convaincu. Est-ce qu'il y en a assez ? Je pense qu'on pourra en avoir 10 fois plus parce que la FinTech française a la possibilité... Donc même si on s'est amélioré, il y a encore besoin de beaucoup plus. Oui, moi, je pense qu'on a la possibilité ici, si l'écosystème se développe, il y aura certainement des abus, mais il n'y aura pas que ça. Parce qu'on a des très beaux projets en France, on a quand même des très belles... On n'a aucune raison de se faire avoir, comme on s'est fait avoir sur les marchés financiers, par les Américains,
par les Anglais, par Hong Kong. On est devenu un territoire de seconde zone. Mais alors pourquoi... Alors qu'on a dans toutes les salles de marché du monde, tu as des Français qui sont là. Mais Trade Republic, c'est assez récent comme aventure. Ils ont été créés quand? Il n'y a pas longtemps, je crois, quelques années. Quelques années. Pourquoi c'est allemand? Alors j'adore les Allemands, souvent en Allemagne tous les mois d'ailleurs, mais pourquoi nous on n'a pas pu créer cet acteur-là ou un concurrent de la même genre de taille? On en a quelques-uns en France, mais c'est pas cette taille-là. On n'a pas une culture boursière très forte en France. Il faut quand même l'admettre. On n'a pas eu ce mouvement Robin Hood. Si tu prends le nombre de fintech cotés en France aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc ça illustre, il n'y a pas une culture boursière encore assez développée. Et je me dis quand même que ce que tu dis, ce n'est pas spécifique à la fintech. J'ai l'impression que tu pourrais avoir le même discours finalement pour d'autres verticales et on pourrait, j'ai l'impression, se dire qu'en France, on est toujours un petit peu quelque part à la traîne quand ça parle d'investissement et que quand en France, on va réussir à investir X, tu as déjà les États-Unis qui sont en train d'être capables d'investir 10X sur les différents projets. On parle de fintech évidemment ici. Hein. Oui, j'ai l'impression ça s'adapte, qu'il y a ça s'applique. une petite dynamique quand même française. Je ne vais pas faire du French bashing, hein. J'en suis à 2 doigts de le faire, là, mais Retiens-toi. Je vais me retenir. Mieux que ça. Mais je peux mieux faire. Une petite tendance quand même à être un petit peu finalement à la traîne derrière le train qui ne cesse d'avancer. Quand tu vois les levées de fonds, tu as listé quelques levées de fonds et ça n'arrête pas de grossir ces levées de fonds. Je ne sais pas d'ailleurs quand est-ce que ça va s'arrêter. Hein. Fintech ou pas. Enfin, tu poses la question, mais tu pourrais y répondre parce que finalement tu t'es marié avec quelqu'un qui n'est pas français. Alors moi, je ne parle pas de madame. Non, tu ne parles pas de madame, qu'on salue bien ici. Mais en tout cas, c'est vrai que nous, j'avais des fonds français moi, derrière moi. Fonds et industriels aussi français que tu as été voir. Fonds et industriels français. Mais les fonds, c'est vrai que nous, on avait fait une série A de 5 millions d'euros en 2011. On faisait partie des belles séries A de Aujourd'hui, ça s'appelle un seed. C'est ça. Si tu as 2 PowerPoint, éventuellement, tu peux lever... Et encore, 5 millions d'euros, c'est pas terrible. Non, c'est impressionnant comment les levées là, se sont démultipliées de façon impressionnante ces derniers temps. Et en tout cas, c'est vrai que Limoetic, dans sa phase de recherche finalement pour s'associer, il y avait des propositions en France, il y avait des idées en France, il y avait des angles d'attaque en France qui étaient peut-être un peu plus frileux, qui avaient aussi un peu moins d'ambition dans ce qu'on pouvait ressentir. Et c'est vrai que là, la société Tunes que tu mentionnais, qui a racheté Limoetic, ils sont singapouriens, ils ont une ambition. Mais qui avait été créé par un Français à la base. C'est un Belge. C'est un Français, pardon, et ça a été. Oui, mais c'est un Français qui l'avait créé. Le CEO est belge aujourd'hui, et c'est l'ancien CEO de Gone qui avait été racheté par Ingenico. Mais en tout cas, ces gens-là, et puis les fonds qu'il y a derrière, qui sont américains, on en parlait tout à l'heure, GGV Insight, ce sont des fonds qui ont c'est limite, sky is the limit. Comme. Je ne sens pas toujours ça en France. Je ne sens pas toujours ça en France. Ouais. Écoute, moi je pense qu'on a malgré tout quelques atouts et je pense en particulier à la FinTech. C'est la raison pour laquelle je me suis spécialisé sur la FinTech. Je pense qu'en France, on a des talents, on a des techniciens, on a des mathématiciens. On a aussi plutôt une facilité à créer des entreprises. C'est vrai qu'il y a un environnement qui est pas... Plutôt bien. Plutôt pas mal. On pouvait se plaindre il y a 15 ans, c'est plus le cas. C'est plus le cas. On est centraux, à la fois géographiquement et politiquement. Et en FinTech, c'est important. Parce que tu as un agrément en France, tu peux aller partout en Europe. On a un régulateur qui est respecté en plus. Régulateur qui est respecté, donc les portes sont ouvertes. Donc on a des atouts. C'est vrai qu'il y a plus de financement. Il y a aussi beaucoup plus d'entrepreneurs. Quand tu vas dans les écoles de commerce ou d'ingénieurs, moi je suis à titre gracieux mentor de la division venture d'une école de commerce, ils sont d'une maturité dans la présentation de leur business plan qui est exceptionnelle, et surtout tu as 25% d'une promotion qui va soit créer une start-up, soit rejoindre une start-up. C'est dingue, ça. Ce qui est impensable. Moi, quand j'ai fait business school, les gens ils allaient faire de l'audit, du consulting. Ils n'arrivent plus à recruter aujourd'hui. Moi, j'avais un gars qui avait créé une boîte dans toute ma promo. Donc, c'est quand même une vraie différence. Et c'est pareil dans les écoles d'ingénieurs. Tu vas à Polytechnique, tu as des gens qui créent des startups. Tu prends ça il y a 20 ans, inimaginable. Ils se faisaient renier. Ça ne t'en manque. Je me rappelle d'un professeur d'école connu, qui, quand je lui ai dit que moi je voulais monter des boîtes, il m'a dit mais entrepreneur, mais c'est pas un métier ça.
Tant pis. Le monde a changé. Je crois d'ailleurs, juste pour finir sur ce point-là, parce que tu viens de parler de là où tu enseignes à titre gracieux, mais je crois que c'est un de tes dadas aussi, quand même, de peut-être approcher un peu plus la sphère recherche, éducation et entrepreneuriale. Enfin, c'est un sujet, tu penses, où on peut faire mieux en France encore que ce qu'on fait déjà ou... Oui, on a des ressources technologiques de recherche qui sont de très très bonne qualité, réputées dans le monde entier, souvent un peu cloisonnées par rapport au monde de l'entreprise et des startups. Et inversement, on a des entrepreneurs qui sont audacieux et qui manquent parfois de moyens pour attirer des scientifiques de très haut niveau. Et je pense qu'on a tout à gagner à casser ces frontières parce que en fait, ces scientifiques de très haut niveau sont accessibles pour autant qu'ils aient envie de rejoindre le projet tout en restant dans leur institut de recherche, à l'INRIA, au CNRS, etc., mais en consacrant une partie de leurs travaux à une tâche qui peut être utile pour résoudre un problème en intelligence artificielle, en language processing, en blockchain, dans des tas de matières. Donc, appel aux bonnes volontés qui nous regardent, membres de l'Axel ou pas encore, et voulaient nous rejoindre. Il y a des sujets sur lesquels on peut aussi être un peu plus acteur en favorisant ces rapprochements. Il me reste 10 minutes et j'ai plein de petits sujets que je vais aborder avec vous, alors on va zapper un peu. Tu m'as déjà un peu répondu finalement sur la folie des valorisations. Donc tu as l'air de trouver ça finalement pas si mal. Non, je reconnais qu'il y a des excès, mais je pense que c'est mieux qu'il y ait des excès plutôt qu'une rareté des financements. Oui, mais alors est-ce qu'on ne peut pas reprocher que finalement il y a une grosse concentration quand même, parce qu'il y a des excès, mais enfin un peu sur quelques noms. Tu vois, enfin, il y a quand même beaucoup de petites startups, moi je vois, qui nous écrivent, etc., qui ont quand même encore du mal à lever des trucs. Et pendant ce temps-là, on parle effectivement d'un certain nombre de noms, je te vois hocher de la tête aussi, qui sont valorisés plus que la Société Générale. Et on peut se demander pourquoi. Alors c'est peut-être la SocGen qui se valorise mal. Mais tu as raison, je pense que les excès sont plus à localiser dans les levées de fonds qui font l'objet de ces concentrations que dans celles des petites qui ne sont pas finalement si... Enfin, je sais pas, tu vois le même constat ? Non, alors en effet, donc les valorisations sont importantes. Bon, on l'a toujours un peu dit, mais là, c'est vrai qu'il y a eu des énormes valorisations qui sont sorties. Il faut dire qu'on sort aussi d'une période Covid qui a favorisé l'explosion du paiement en ligne, qui a favorisé les usages numériques de la banque en ligne, etc. Donc ça joue. Il y a des capitaux disponibles, il y a de la concurrence entre investisseurs, et puis il y a aussi le phénomène SPAC, avec des SPAC qui sont en train de rechercher des cibles. Alors en Europe, ça n'a pas explosé encore. On en a entendu parler, mais ça n'a pas... Voilà. Il y en a énormément aux États-Unis, ça aux c'est États-Unis, sûr. En Europe, il y a eu une ou deux annonces. Voilà. Aux États-Unis, ça a été juste énorme. Ah oui, mais c'est complètement fou. Le Nasdaq, c'est 2 par jour, introduction en mode SPAC. Là, Oui, complètement. Mais donc, il y a tous ces phénomènes qui font que les valorisations continuent d'augmenter. Mais bon... on est quand même sur des segments avec des énormes croissances et où aussi on valorise, comme chez toutes les startups, mais voilà, chez les fintech aussi, des marchés qui n'existent pas forcément encore, quoi. Je pense au rachat de Tink par Visa, par exemple, 1,9 milliard, et Tink faisait 30 millions de chiffre d'affaires récurrent annuel. Donc bien sûr que le multiple, il est énorme, sauf que là, on mise sur un marché qui n'existe pas vraiment encore. L'initiation de paiement, on peut imaginer que ça va être énorme. Et puis, l'accès au compte bancaire, c'est pareil, on est quand même à des usages qui sont en train de monter. Donc, on est sur... C'est pareil, on parlait de BNPL, le rachat par Square d'Afterpay. Alors, je ne veux pas me tromper, c'est 29, 39, on ne sait même plus, milliards de dollars. Il y a un moment où j'arrête de compter, moi. Mais voilà, donc c'est pareil, c'est énorme contre eux, 500 millions, je crois, de chiffre d'affaires. Mais c'est pareil, on mise sur quand même un potentiel qui peut être énorme. Donc c'est un sujet dont on parle depuis longtemps, les grosses valorisations des fintech, mais... Oui, ça n'a cessé de grandir finalement. C'est un sujet qui revient régulièrement, et moi ça fait donc 15 ans que je suis dans la fintech. Ça a toujours grossi, les levées de fonds, les valorisations. On m'a toujours dit attention, il y a peut-être un risque. Je disais, il y a peut-être un risque que ça se recasse la figure. Ça l'a fait que monter. Ouais. Mais moi j'ai connu la bulle là, du .com en 2000. Mais depuis, je n'ai pas connu beaucoup d'autres bulles et ça ne fait que monter. Valorisation, levée de fonds, valorisation, levée de fonds, en France et ailleurs. Il y a eu une bulle en 2007-2008, mais disons qu'il y a effectivement des valorisations qui vont en croissant, mais aussi des chiffres d'affaires qui vont en croissant. C'est-à-dire que... les offres rencontrent leur marché. Il y a 7 ans, nous, quand on a démarré dans la fintech, on faisait de l'incubation parce qu'il n'y avait que de l'incubation à faire. Ensuite, il y a 3 ans,
on a levé un fonds qui fait des sociétés qui sont déjà un peu plus mûres. Et aujourd'hui, les sociétés qui font plus de 3 à 4 millions d'ARR commencent à être assez nombreuses. Donc le marché est en train de mûrir. Alors effectivement, dans certains cas, il y a des levées de fonds qui sont, à mon sens, inappropriées par rapport aux performances de la société. Parce que si tu lèves 100 millions et que tu fais un chiffre d'affaires, un MRR de 1 ou 2 millions, après, tu te coupes la porte de la sortie parce que personne ne va venir t'acheter au prix que tu vaux. Mais ça reste, à mon sens, une tendance générale vers la croissance du secteur. Et c'est logique, la finance, c'est la plus grosse industrie du monde. C'est 7 à 8% du PIB dans les économies modernes. Et c'est un secteur qui est en train d'être changé, disrupté, digitalisé. Ouais. Donc, il y a des trucs à faire. Donc, tu n'as pas communiqué sur la valeur de ta vente? Non. Donc, on peut dire que c'était au-dessus du milliard. On peut dire que c'était au-dessus du milliard. Donc le fisc va t'appeler ce soir. Non, mais enfin, bravo, milliard, c'est beau pour un membre de l'Axel, je suis content. En 2 mots... tu vas augmenter la cotisation peut-être? Obligé. Pareil, c'est péché sinon. Aude, peut-être en un ou 2 mots, l'été meurtrier ou pas des cryptos? J'ai pas tout suivi parce qu'à un moment j'ai arrêté de suivre. J'avais mal au cœur après. Toi aussi? Non, mais oui, c'est un marché, on le sait, hyper volatile, hyper sensible aux annonces, etc. Donc voilà, début d'été... ça a craché, après c'est remonté. Moi j'ai analysé ça, c'est parce qu'ils avaient fermé Euro Disney et le parc Astérix. On avait une nouvelle façon de faire du grand 8, quoi. On prend quelques cryptos et ça faisait à peu près le même effet, quoi. C'est exactement ça, c'est ça. Donc non, il faut pas trop regarder quand on en a. D'accord. Non, mais hyper sensible aux annonces et on en est où, hier là ça monte, ça baisse ça dépend pourquoi. Donc par 000. exemple hier il y a eu un faux communiqué qui est sorti qui disait que Walmart allait autoriser le paiement en Litecoin, donc ça a pris 30%. Un faux communiqué sorti par on sait pas qui. Sorti par on ne sait qui, repris par quelques médias, ça a pris 30%. Bon voilà, donc si les médias vérifient leurs sources aussi. Est-ce que ça a été repris par Mind FinTech? Non, ça n'a pas été repris par Mind. Non, mais voilà, si les médias copient Twitter, on peut plus y arriver. C'est ça. Non mais donc on voit à quel point c'est sensible. Il y a eu quelques annonces forcément. Maintenant, donc, le Bitcoin a cours légal au Salvador, donc ça a influé sur le cours. Ça a été d'ailleurs un peu compliqué au début. Les investisseurs internationaux étaient assez inquiets quant à la santé macroéconomique du pays. L'application qui servait à payer en crypto-monnaie a été en maintenance, donc voilà, ça a fait chuter les cours. Il y a eu aussi des Coinbase qui a fait part de différends assez publiquement avec la SEC dans un post de blog où ils expliquent que la SEC veut les empêcher de sortir Coinbase Land. La SEC de son côté, on sent bien qu'ils ont très envie de réguler tout ça. Donc ça aussi, ça a fait chuter. Donc voilà, il y a des annonces à peu près tous les jours qui font influer tout ça. Mais peut-être une tendance intéressante sur le marché, c'est quand même la croissance des NFT, donc les jetons non fongibles, qui sont des certificats d'œuvres numériques. Il y en a pas mal dans le monde de l'art, dans le sport aussi. Ouais, beaucoup le sport. C'est fascinant d'ailleurs, sur Sora. Exactement, et la croissance est vraiment hallucinante. On parle de, je crois, plus de 2 milliards de ventes là, au premier semestre, contre moins de 20 millions au premier semestre de l'année dernière. Donc c'est vraiment une tendance forte. Je pense qu'en plus, c'est plus facile à comprendre parce qu'on voit ce qu'il y a derrière. Donc il y a peut-être ce phénomène qui fait que c'est en train de monter. Et Facebook qui va sortir son stablecoin aux États-Unis, on ne sait pas exactement quand, mais en tout cas, ils ont dit qu'il était prêt. Ils ont aussi évoqué la possibilité de lancer des produits liés au NFT. Donc, c'est un sujet qu'il va falloir suivre. En tout NFT, un avis? Non, sur le Bitcoin, en tout cas, j'ai un avis. C'est que j'ai arrêté d'être intelligent sur les investissements de Bitcoin avec mon milliard. Là. Parce que j'ai tout mis en Bitcoin. J'ai tout mis en Bitcoin, mais surtout, je passais beaucoup de temps à essayer de voir quand ça montait, ça descend, ça montait. Donc, tu essaies d'être intelligent, d'être au bon moment, au bon endroit, avec le bon investissement. Et en fait, finalement, comme c'est tellement volatile, comme on le dit, ça ne mêle nulle part. Donc, depuis, j'applique une petite méthodologie qui est pas mal. C'est ce qu'ils appellent le dollar average, cost average. Et en fait, le principe, c'est simple. C'est toutes les X jours ou semaines, tu investis toujours le même montant. Pose pas de questions. Ça, c'est l'investissement de base en bourse. C'est l'investissement de base en bourse. Mais finalement, je le trouve très intelligent plutôt que de passer son temps là et à se désocialiser, à passer son temps sur les applications. Alors, les NFT, ça pas encore ta collection de joueurs NFT? Pas encore. En même temps, moi, je suis jaloux. Ils ont eu la bonne idée. Quand on voit les gamins, comment ils jouent avec les cartes et comment ils adorent tout ce qui est numérique, forcément, il y a un truc. Il n'y avait pas des images Panini, non, quand t'étais... Quand j'étais petit, si, mais justement, je suis jaloux, j'ai pas eu la bonne idée. Et tu voulais peut-être réagir sur les NFT? Non, ouais, sur le Bitcoin, est-ce que ça vaut 38 000, 39 000 comme aujourd'hui, 50 000, je parle en euros,
100 000, 1 million, parce qu'en plus, comme il y en a qui sont détruits, le stock total de Bitcoin diminue. Donc on sera peut-être plus qu'à 18 ou 17 millions. Ou zéro, peut-être que ça vaudra zéro un jour. En fait, personne ne le sait. C'est ça qui est drôle. Fantastique. Mais moi, ça me permet de nous... On s'amuse. Je dis chapeau quand même au white paper, enfin le modèle qui sous-tend le Bitcoin, parce que ça fait depuis 2009 que le truc tourne, que tous les pirates et tous les escrocs et tous les gens les plus malveillants et les plus malins de la Terre sont en train de vouloir en profiter, de casser le truc. Ça n'a pas été cassé. Oui, pour une raison qui est pas mal aussi, c'est qu'il n'y a pas besoin de le casser pour faire des escroqueries. Enfin, absolument. Quand on voit celle qu'il y a eu pendant l'été ou deux, trois autres autour de Bitcoin et de cette folie, c'était pas mal. Pour l'instant, c'est un système mathématique avec sa propre gouvernance qui a été devisée dès le départ. Et on peut télécharger le white paper et ça tient. Bon, et plus loin que ça, peut-être un avis d'investisseur que tu es sur, si on sort du jeu, du buzz, tout ce qui est blockchain, CDBC, enfin les technologies qui sont en dessous finalement et qui commencent à avoir quand même quelques applications. Est-ce que toi tu investis dans ces thèses d'investissement ? Alors, nous, on investit donc dans la fintech, ce qui veut dire qu'on va rechercher effectivement des technologies, y compris blockchain, en essayant d'exploiter les vertus de la blockchain, le registre distribué, qui permet d'avoir une sécurisation des transactions, mais aussi un archivage qui soit quasi définitif, quasi éternel, infalsifiable, de bout en bout, et puis une distribution aussi de la validation. Alors on a dans le portefeuille une société qui s'occupe de vérifier de bout en bout le paiement de remboursement d'assurance dans la santé. Il s'agit de Monitrack pour, par exemple, tout ce qui est paramédical. Et ça passe par une blockchain. C'est un moyen efficace, pas cher, sûr et sans fraude. Eh bien, écoutez, merci à tous. En fait, il ne nous reste plus qu'une minute, donc je vais vous demander juste peut-être une dernière petite réaction, ce que vous voulez en fait, c'est le temps libre, allez, 45 secondes chacun. Moi je vais comme ça en profiter juste pour dire que comme j'ai jamais trouvé un truc sympa avec le Brexit, j'ai enfin trouvé des gens qui pouvaient être contents cet été, entre la fin du roaming et l'interchange qui monte, j'ai trouvé des gens, y compris dans notre secteur d'activité, qui étaient contents du Brexit, ça faisait des recettes en plus. Et je vous laisse 45 secondes chacun pour un petit mot de conclusion pour ce deuxième épisode du PFC et des chroniques du PFC. À toi peut-être, un petit mot de conclusion. Écoute, tu nous avais proposé de parler d'une ou deux pépites si on avait envie, donc je vais en profiter. Je conseille de suivre ce que fait Swan dans le Banking as a Service, hyper intéressant, un produit sur étagère qui ne cible pas les mêmes entreprises que Trésor, qui a un positionnement un peu différent et qui était à 10 millions d'euros gérés. Ils venaient de se lancer en juillet, ils sont passés à 80 millions là déjà il y a une semaine, donc belle croissance. C'est une bonne indication, ils sont membres de l'Axel, nous allons augmenter ta cotisation. C'était Nicolas, c'est obligé. Et alors peut-être une deuxième boîte, Silver, dans le Revenue-Based Finance. Et ça marque un peu l'arrivée en France de ce type de boîtes-là qui vont permettre à des commerçants, à des entreprises SaaS, etc. de se financer en remboursant sur leur chiffre d'affaires, donc plutôt que d'aller potentiellement lever des fonds et se diluer. Voilà, très intéressant. Donc, des pépites à suivre. Exactement. À suivre. Un avis, ça peut être une pépite à suivre comme n'importe quoi. Pépite à suivre, un petit coup de gueule. Allez. Donc, la dernière fois, on avait fait un petit coup de gueule finalement sur tout ce qui était autorité. Je vais en refaire un petit parce que je continue de croire, puisque nous on travaille beaucoup là, avec les autorités pour obtenir des licences, là, pour pouvoir continuer sur Thunes, à pouvoir travailler avec les fonds. Et il y a un petit énervement qui est de plus en plus important de voir que finalement il y a une partie des sociétés qui dépendent beaucoup de ce qu'on arrive à faire ou de ce qu'on nous laisse faire en Europe, et que finalement il y a beaucoup de sociétés aussi qui sont à l'extérieur de l'Europe, qui devraient dépendre des mêmes règles qu'on nous impose, nous, au niveau européen, et qui passent finalement au travers des mailles, au travers du filet, et qui se permettent de faire des choses que nous, en Europe, on ne nous permet pas de faire, ou aussi facilement. Et ça commence à nous énerver beaucoup chez Thunes. On voit que le secteur de la fintech grandit, parce qu'avant, c'était les incumbents qui se plaignaient que les startups avaient le droit de faire des trucs qu'eux n'avaient pas le droit de faire, et maintenant, on a les startups qui se plaignent. Bon. À toi. Écoute, moi, je vois que le marché progresse. Dans notre portefeuille actuel, puisqu'on en a cédé un certain nombre, mais on a 14 sociétés en portefeuille. Il y a déjà 3 qui font des levées de fonds, qui ont fait des levées de fonds dans les derniers mois à des valeurs significativement supérieures au prix de revient, mais sans excès. Monisnap, Monitrack, iPayDat. Une 4e dans les mois qui viennent, donc c'est plutôt une belle tendance. Ce que j'appelle de mes voeux, c'est d'abord une
un investissement à un stade ultérieur plus massif, parce que quand les sociétés deviennent grosses, très souvent en France, elles doivent soit se vendre, soit lever des fonds auprès d'acteurs américains ou anglais. Et ça, c'est un peu dommage parce que ça veut dire que la gouvernance évolue et on perd un peu de pouvoir de décision. Et puis aussi, sans doute, que l'on décide de faire de la FinTech une vraie politique industrielle en mettant effectivement des plans de relance, une régulation qui favorise l'entrepreneuriat, par exemple avec un bac à sable, et un certain nombre de mesures qui font que la France ait la place qu'elle mérite, c'est-à-dire la place de leader en Europe, et comme l'Europe est un des plus gros acteurs mondiaux dans le monde. Eh bien, merci à tous. Alors moi, je vais conclure sur ces sujets en vous disant d'abord un grand merci d'avoir participé, d'avoir joué avec nous. Vous rappelez de nous rejoindre ce soir dans le quartier de la Bourse. Si vous n'avez pas l'adresse, c'est toujours la même adresse, team@axel.eu pour vérifier où on se retrouve, mais ça va être très sympa. Donc pour PFC, l'apéro, pour qu'enfin on se retrouve, même si on adore vous voir à distance avec plein de caméras, c'est formidable. Et puis aussi vous dire pour la pépite, alors moi je vais jouer en trichant, puisque comme vous le savez, je gère le Paris FinTech Forum et j'ai mis sur mon site en ligne il y a quelques jours la liste des 40 FinTech que j'ai sélectionnées parmi 400 candidatures du monde entier. Ça m'a occupé l'été. C'était pas facile parce qu'ils ont joué le jeu, ils m'ont envoyé des tonnes de trucs à lire. Des fois, c'est pas facile parce qu'aussi je comprends pas la différence entre deux, donc je creuse, j'appelle des gens comme toi d'ailleurs pour me dire mais il dit quoi en fait. Et à la fin, j'en ai sélectionné 40, dont une petite quinzaine françaises. Sur 40, c'est pas mal. J'ai fait mieux que les autres années où j'en prenais qu'une dizaine sur 40. Et donc les awards auront lieu les 12 et 13 octobre prochains, mais vous pouvez déjà voir quelles boîtes sont sélectionnées sur notre site. Je vous invite à les regarder de près. Si vous regardez les anciens, la plupart sont devenus des licornes. J'aurais dû jouer sur elles, ça aurait été très très intéressant. Un grand merci à tous d'avoir participé à ce deuxième épisode. Vous aurez les replays sur le site de l'Axel très prochainement pour ceux qui sont membres. Pour ceux qui ne sont pas membres, c'est une grave erreur. Corrigez ça très vite. Vous allez voir, c'est super sympa et ça fait pas mal. Et on se retrouve en novembre pour le prochain épisode. J'ai pas encore la date, je sais plus. Je crois qu'on avait dit que c'était vers le 18, quelque chose comme ça. Mais on va vous confirmer ça trop bientôt. Si vous voulez intervenir dans la prochaine émission, comme d'habitude, j'aurai 3 plus 3 plus 1, ça fait toujours 7. Et bien 7 invités et ils sont pas encore décidés. Donc vous pouvez toujours me contacter. C'est pas très compliqué. Là aussi, mon adresse, elle est partout. À très vite. Excellente soirée. Merci beaucoup. 3, 2, 1.